savoir que le design émotionnel, ça a été une réponse à des problématiques qu'on s'est posées lorsqu'on a développé notre nouvelle application mobile de micro-learning, Speed Dating, dont je suis la cofondatrice. Et je suis également aussi CEO de l'organisme de formation linguistique Lingua Institute. Et donc je vous présente donc Tariq, qui va intervenir aussi aujourd'hui avec moi, qui est donc directeur créateur sur l'agence digitale End After et qui est spécialisé donc dans tout ce qui va être gestion de grands comptes dans le domaine du e-commerce. Donc autant vous dire qu'il se connaît très bien en design émotionnel. Il arrive à vous faire acheter en gros une tondeuse si vous êtes en appartement. Donc c'est un peu l'idée. Et c'est comme ça aussi l'approche qu'on a voulu pour l'application. C'est de répondre à plusieurs problématiques et des constats qu'on a fait au niveau de nos apprenants dans mon centre de formation. C'est qu'aujourd'hui, les Français, en tout cas majoritairement, se considèrent mauvais, pour ne pas dire nuls en langue. Alors, sachez que c'est eux qui se considèrent nuls en langue, ce n'était pas une vérité. En tout cas, c'est un constat. Ils ont des difficultés avec l'approche linguistique. Ils ont l'impression qu'ils sont démotivés avant même de commencer une formation. Ils n'y arrivent pas. Deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'on a du mal aujourd'hui sur du e-learning, on va dire classique, à les garder motivés et à booster l'assiduité. Donc, il fallait qu'on trouve une solution pour faire en sorte qu'ils restent sur les outils e-learning qu'on leur mette à disposition pour continuer à progresser et à travailler. Et c'est vrai que les solutions qu'on avait et sur lesquelles on a collaboré il y a encore 3 ans, c'était des solutions e-learning classiques et on peut dire que c'était relativement un échec. C'est-à-dire que les gens se connectaient, on va dire, une demi-heure et au bout d'une demi-heure, ils en avaient marre, c'est trop long, trop compliqué, très redondant, pas intéressant, pas motivant. Et c'est là où on s'est dit, il faut qu'on retravaille le concept de ce qu'on veut faire et ce qu'on veut proposer pour nos apprenants. Donc l'idée de Speed Dating, se repose sur 4 piliers. Donc le premier pilier déjà, c'est le micro-learning, des activités qui sont très courtes, pas plus de 5 minutes, une vidéo, un audio, un texte, suivi d'une salle de 8 à 10 questions, et tout ça réalisable en 5 minutes. Le deuxième pilier, c'est le mobile learning, c'est vous proposer une application sur un téléphone portable, donc vous pouvez vous former où vous le souhaitez à tout moment de la journée. Le troisième pilier, c'est l'adaptive learning, c'est-à-dire de vous proposer des contenus spécifiques en fonction de vos besoins professionnels, langue usuelle, langue courante, mais aussi en fonction de votre niveau. Donc en fait, vous testez dans l'application à tout moment et vous savez votre niveau et vous pouvez donc évoluer dans votre niveau. Et le dernier pilier, et c'est là où on vient sur le design émotionnel, c'est le fun learning et le design learning. L'idée, c'était vraiment d'avoir un environnement qui mettait en confiance en gros l'apprenant et qui lui donnait les moyens de s'amuser et de prendre plaisir à apprendre. Et surtout, de booster à fond l'assiduité. Donc c'est là où je vais plus laisser intervenir Tariq, qui va vous expliquer un petit peu toute notre démarche qu'on a eue sur l'application Speed Dating. Et donc, n'hésitez pas à lui poser des questions aussi sur toute son approche du design. C'est très intéressant. Alors, déjà, dans un premier temps, je suis vraiment hyper content d'être là, de pouvoir vous présenter en fait une thématique qui me passionne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un univers où le digital a pris quand même le dessus. J'ai l'habitude de travailler notamment sur des plateformes. Quand je travaillais chez Facebook, c'était du réseau social. Mais je travaille aujourd'hui beaucoup sur du e-commerce. Et c'est vrai que dans le e-commerce notamment, on se retrouve souvent avec des interfaces qui sont très figées, très statiques, un manque d'humain. En plus, on est dans un univers effectivement où j'ai l'impression qu'il y a quand même cet aspect template. Donc tout le monde en fait a un WordPress ou a des modèles de design qui s'apparentent énormément les uns les autres. Alors ils changent une ou deux typos, une ou deux couleurs. Et au final, en fait, ça change pas grand-chose parce que l'utilisateur il a vraiment l'impression de se retrouver en fait dans le même environnement. Et du coup, ça manque clairement de singularité et je trouve que ça porte à défaut en fait certaines marques. Lorsque j'ai été missionné en fait sur Speed Dating, la première interrogation que je me suis faite, c'était de me dire comment je peux rendre attractif, ludique et performant un support qui était destiné à l'orientation, à l'apprentissage d'une langue. Ce qu'il faut savoir, c'est que la perception en fait, des outils pédagogiques, elle est franchement pas très glorieuse sur les 25-35 ans. Ça peut s'expliquer tout simplement, moi j'ai tout simplement une anecdote en tête. Quand j'étais au lycée ou même au collège, on nous apprenait en fait, c'était la théorie quoi. C'était Brandon is on the kitchen. On était là comme des ahuris à essayer en fait d'apprendre par ce biais-là. Et du coup, honnêtement, ce que j'aime en fait quand j'ai été sollicité par Speed Dating, c'est que le modèle était complètement différent. Il était atypique dans le sens où en gros,
c'était apprendre par le biais du média. Ça veut dire apprendre par un sujet d'actualité, apprendre par une passion. Donc déjà, qui dit passion, dit émotion. Forcément, moi je suis un grand fan de jeux vidéo, forcément, si on essaye de me faire apprendre des choses par ce biais-là, je vais être beaucoup plus réceptif. Parce que ça va me procurer des émotions et que derrière, qui dit émotion, dit mémorisation. Tac. Donc du coup, le design émotionnel, c'est vraiment une manière de concevoir plus humaine, plus personnelle et artistique au profit de l'amusement, de la joie et de l'enchantement auprès des utilisateurs. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Donc comme vous pouvez voir ma slide, là je vais vous faire un petit constat. Je vais peut-être être un peu dur sur la concurrence, je sais qu'il y a pas mal de concurrents qui sont présents aussi dans le salon. Mais c'est mon constat avec un œil purement artistique. Je ne connais pas le business model des autres, etc. Mais c'est vrai que de premier abord, en tant que designer, je trouvais que les interfaces étaient un peu vieillissantes. Ça ne répondait pas forcément à l'image de marque, et notamment sur certaines marques où effectivement quand on voit leur support de communication et après on voit leur plateforme ou leur outil, on se dit qu'il y a quand même un léger contraste. Je trouve que quand même sur leur support de communication c'est quand même plus affiné. Et c'est vrai que souvent, moi je saoule souvent mes équipes créa sur le pixel près. En fait, tout le monde me dit, mais en fait, personne va voir qu'il y a un pixel de décalé. Mais en fait, un pixel par là, un pixel par-ci, un pixel par-là, en fait, ça crée une harmonie. Et le truc, c'est que moi, j'y porte vraiment beaucoup d'importance à l'esthétique, parce que l'esthétique, derrière, ça peut porter ses fruits. Et effectivement, donc, le design, je le trouvais très très vieillissant plutôt, et je trouvais que l'image de marque, donc, elle ne répondait pas en fait aux ambitions des autres marques, quoi. Après, il y avait des vraies problématiques de workflow, donc pour démystifier, c'est des problématiques de parcours, des choses qui ne sont pas très intuitives. Et notamment au niveau de l'utilisabilité, au niveau par exemple des boutons d'action, au niveau, c'est tout simple, d'un step back, donc la possibilité de pouvoir retourner aisément en fait, sur la question d'avant, ou d'obtenir des renseignements sans forcément quitter, être déporté, casser tout un parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois on arrive sur une page, mais on y arrive avec tout un process qui est assez long. Et c'est vrai que quand on se retrouve en fait confronté à une erreur, en fait, un misclick, une erreur en fait, d'utilisabilité, et qu'on se retrouve en fait à l'étape 1 alors que j'étais à l'étape 5, c'est vraiment quelque chose à titre perso qui peut vraiment me faire fuir. Et du coup, en gros, ça force l'abandon. Et forcément derrière, c'est pas ce que je préconise, quoi. Et le dernier point, c'était vraiment le manque de convivialité et d'attractivité du produit. Alors, se contenter d'optimiser l'interface reviendrait à designer la forme sans le fond. C'est vrai que quand Elena est venue me voir, elle y allait vraiment en mode moi je veux une refonte d'interface. Ok. Pourquoi, comment, qu'est-ce que tu souhaites par ta refonte, etc. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant des ateliers de co-conception, donc en remettant déjà l'humain au cœur même du projet, on s'est rendu compte qu'au final, toucher juste l'esthétique, changer une typo, une couleur ou une micro-interaction, c'est pas forcément en fait ce qui allait apporter une plus-value et se différencier en fait de la concurrence, mais plus à travers en fait justement plein d'éléments qu'on va aborder à la suite de ma présentation. Ce qu'il faut savoir avant tout, parce que je parle beaucoup de design émotionnel, je sais qu'il y a des UX designers qui sont aussi présents dans le salon, c'est que les goûts et les couleurs, ça varie en fonction des individus. Vous allez voir, à un moment, je vais aborder une slide sur la couleur, sur le traitement des typos et tout. En fait, il n'y a pas de vrai sens. C'est-à-dire que moi, je peux aller, en fait, je peux voir en gros un site de couleur rouge et pour autant, je m'y trouve très bien et j'ai une certaine aisance et même un plaisir en fait à naviguer. Et pour autant, la couleur rouge, quand on suit en fait la plupart des analystes, c'est censé quand même être une couleur qui est censée effrayer, voire signaler un message d'erreur, etc. C'est pour ça que la perception elle est vraiment atypique et on a fait tout un travail en fait en amont, avant le lancement de l'application, pour déterminer en fait le typologie de cible, savoir exactement en fait le cœur de cible pour pouvoir justement taper dans le mille sur le choix des couleurs, sur le pourquoi du comment on a choisi, je sais pas, de jouer les emojis plutôt que des pictos ou de partir sur tel pattern de couleur plutôt qu'un autre, etc., quoi.
Au bout de 10 ans de projets digitaux et de recherche UX, c'est vrai qu'il m'est apparu qu'il n'y a pas de recette miracle pour booster l'engagement et la désirabilité de nos produits digitaux et sites internet. Même si, bon, il existe des bonnes pratiques que nous verrons plus tard. Les objectifs End After, donc X, Speed Dating, c'était mettre en place un projet de développement pour rendre l'app plus performante, engageante et améliorer l'UX d'un point de vue général. Il fallait également qu'on propose un produit de meilleure qualité, proposer une stratégie viable quant à la pérennité du site. Parce que c'est tout bête, mais je suis sûr que là, je prends le smartphone de n'importe qui, on va se retrouver avec une quinzaine d'applications. Et si je vous pose vraiment la question, quelle application tu utilises, et ben au final, vous allez tout de suite me dire, ben en fait, j'utilise que 2 ou 3 applications. C'est vrai qu'on a tendance à être beaucoup plus assidu et d'utiliser les mêmes apps, même si on en a d'autres en fait sur notre smartphone. Mais c'est souvent des apps qui restent à l'abandon et du coup ben, c'est contre-productif par rapport à la pédagogie parce que bon c'est quand même un sujet fort, c'est de l'assiduité, le fait quand même qu'il y ait une récurrence, que vos utilisateurs en fait aiment naviguer sur votre application ou sur votre plateforme, que ça soit un plaisir de pouvoir y retourner, de découvrir des nouvelles actualités. D'ailleurs au passage je l'aborderai, mais Netflix le fait très très bien. Et du coup les solutions, donc pour moi c'était le design émotionnel au cœur de notre démarche et bien évidemment placer l'internaute au centre de la stratégie, donc remettre l'humain au cœur du projet. Donc le design émotionnel, j'imagine vous avez déjà tous ressenti une émotion. La réponse est forcément oui et c'est normal parce qu'en fait c'est les émotions qui nous guident au quotidien. En ligne, ce sont elles qui nous permettent de mieux mémoriser les expériences utilisateurs que nous faisons et de les imprimer durablement. Même derrière ces émotions se cache une stratégie de design émotionnel qui permet donc d'offrir aux utilisateurs une expérience positive et mémorable. Mais qu'est-ce que le design émotionnel exactement ? En fait, le design émotionnel, c'est ce qui permet d'exprimer une personnalité dans un produit, afin que les utilisateurs aient la sensation d'interagir avec un humain. Ça permet également de susciter la réponse émotionnelle positive à l'ensemble des utilisateurs pour offrir une expérience nouvelle, agréable et mémorable. Bon, après, cette approche, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, elle s'est démocratisée. Et notamment grâce à un livre d'Aaron Walter, c'est le designer de Mailchimp, qui détaille en fait le processus créatif de justesse et simplicité. C'est une notion tellement vaste qu'on peut la retrouver en fait dans plein de domaines totalement différents. Comme vous pouvez voir, là, on peut le retrouver en fait... Dans le jeu vidéo, on peut le retrouver dans juste l'aspect de la validation, dans le système de jauge, donc purement en gros, je dirais B2B. Et en fait, elle peut s'apporter en gros sur vraiment tout type de secteur. Et donc ça passe vraiment du packaging, de la data visualisation, de l'architecture signalétique, la typographie, le motion design, l'animation, la publicité, les applications d'aide à la décision, la pâtisserie, une ligne éditoriale. En fait, ça s'applique sur tout. Le design émotionnel, vous le vivez en fait au quotidien. Qu'est-ce qui va vous faire, par exemple, choisir, je ne sais pas moi, une Ferrari plutôt qu'une voiture, qu'une 305 ? Même si je sais que bon, il y a des 305 qui peuvent être cool, etc. Bah forcément, ou d'un produit Apple sur un concurrent que je ne citerai pas. Forcément, le produit Apple, il est plus mignon, plus quali, plus arrondi. Dans la finesse en fait, dans le traité, dans la manière dont il a été conçu, forcément elle procure en fait plein d'émotions diverses qui me permet en fait d'adhérer au produit et du coup de le fidéliser. Peu importe concernant le design d'interface, avant d'aborder la notion émotionnelle, il faut répondre aux besoins d'utilisateur pour améliorer son expérience au fur et à mesure. On ne démarre pas par le design émotionnel. Au départ, on démarre par un parcours. On cible vraiment la typologie d'utilisateur, on cible ses besoins, ses attentes, on essaie de créer un produit qui répond parfaitement à ce que la personne elle souhaite, et non vous, non les décisionnaires ou quoi, c'est vos utilisateurs qui utilisent. Donc moi il y a des fois en fait, je crée des produits, j'en suis pas forcément fier graphiquement parlant, c'est pas clairement un truc que je mettrais dans mon portfolio en mode écoute, t'as vu, c'est moi qui l'ai fait, il est grave beau. Non, en fait, il y a des fois, forcément, des fois on touche des cibles seniors ou qui ont une appétence un peu différente, etc. Ou même des typologies de clients qui ont des attentes vraiment complètement différentes, en tout cas des miennes. Et il faut savoir l'accepter. Et c'est hyper important, notamment dans le milieu du design. On l'a tous vécu en tant que designer, de toute façon. Alors, les bénéfices du design émotionnel. Déjà, 1, ça facilite la mémorisation.
Donc les événements en fait, qui portent sur la charge émotionnelle persistent beaucoup plus longtemps dans nos mémoires et on peut se les remémorer plus précisément que les souvenirs neutres. Quand le cerveau détecte un événement émotionnellement chargé, l'amygdale libère de la dopamine dans le système. Et comme la dopamine en fait, facilite grandement la mémorisation et le traitement des informations, c'est comme si on écrivait souviens-toi ici sur un post-it, quoi. Donc du coup c'est ce que veulent tous les professeurs, les parents et forcément les publicitaires. Donc ça crée de l'engagement, ça booste l'assiduité. Ça permet également d'entretenir des relations personnalisées avec les utilisateurs, donc avoir de la personnalité, et donc les points que j'ai pu aborder, donc ça améliore l'UX d'un point de vue général. Et ça permet également d'accroître l'adhésion au produit et à la marque, et d'avoir un engagement donc du coup sur le long terme. Dans le secteur du e-commerce, je dirais que ça peut accroître le taux de conversion. Et notamment, ça s'est fait, je peux vous raconter une anecdote, c'était sur un client qui vendait du vin, je ne vais pas le citer, une marque plutôt premium. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, ils avaient des problèmes de conversion au niveau du tunnel d'achat, et notamment sur la partie paiement. En fait, il y avait énormément de rebonds. Et on s'est amusé un jour en fait, à développer une swipe card. Donc en fait, quand vous mettez le numéro de votre carte bleue, ça matérialise en fait une carte bleue qui va changer de couleur en fonction si c'est une Visa, une Mastercard. Pour avoir par exemple les 3 derniers numéros, la carte elle se retournait. Et du coup, il n'y avait pas besoin d'avoir une petite popine d'information en mode les CVC, ça correspond aux 3 derniers numéros. En fait, c'est que graphiquement parlant, on avait réussi à matérialiser et à répondre en fait à un besoin. Parce que les gens ne cliquaient pas forcément dans le CVC et on s'est rendu compte que la cible elle était senior et qu'elles n'avaient pas l'habitude de cliquer sur des boutons d'action qui n'étaient pas forcément mis en avant. Et du coup, rien que le fait de jouer sur l'interaction, et ça avait augmenté en fait le taux de transformation. Alors attends, désolé. Alors, comment donner une expérience positive, agréable et mémorable? Donc là, on va vraiment aborder tous les sujets. Ce sujet, c'est un peu, je dirais, ce que j'aime le plus, parce que ça s'est un peu oublié il y a quelques années, c'est en train de revenir à la mode. Merci YouTube, merci toutes ces plateformes comme Messenger, etc., qui ont vraiment en fait su démocratiser un peu ces micro-interactions. Donc c'est vraiment les réponses de l'interface face à l'action de l'internaute. Par exemple, un simple changement de page peut donner lieu à une micro-interaction. Sans en avoir conscience, nous observons ces micro-interactions en fait depuis de nombreuses années. Malgré leur fonction ludique, les micro-interactions ne doivent pas être utilisées en excès, sans aucun but. Ces dernières, elles doivent vraiment suivre un objectif bien précis. Par exemple, informer les utilisateurs du fait d'une erreur de chargement, typiquement. Bien souvent, en fait, elles se situent à cheval entre 2 actions. L'internaute est en passe en fait de passer à l'étape suivante. Alors je vais vous montrer un exemple, c'était pas là, tac. Hop. Plus sur par exemple sur l'aspect du loader. C'est tout bête, mais en gros votre page elle charge pas. Au lieu de la laisser statique et créer un vide, donc du coup ça va forcément générer un sentiment pas très positif dans le sens où votre page en fait elle marche pas, donc on peut l'interpréter de plusieurs manières. Est-ce que ma connexion elle marche, est-ce qu'en final c'est pas un bug de l'application, ça dégrade l'image de marque. En fait il y a plein de répercussions qu'il peut avoir derrière et c'est tout bête, mais ça peut apporter en fait des choses hyper bonnes et ça peut accentuer justement le gage de qualité sur l'expérience utilisateur. Typiquement par exemple sur une navigation. Donc, le fait justement d'avoir juste le picto, par exemple, qui bouge, ça permet d'accentuer en fait la page d'atterrissage, de savoir qu'ok, on est bien isolé, on est bien dans le profil, on est bien dans la stories, on est bien dans le sounds, etc. C'est vraiment, elles doivent être forcément utiles et je me répète un peu, mais elles doivent améliorer absolument l'UX. C'est pas juste en fait apporter un design pour un design. Non, c'est un complément qui va améliorer grandement en fait l'expérience de votre site dans le point de vue général. Et donc du coup, elle a pour vraiment but général d'émerveiller les internautes et capter leur attention. Les designers doivent donc se montrer très créatifs. Il ne me reste plus beaucoup de temps, j'ai pas mal de sujets encore à aborder. Donc au niveau des couleurs qui influent nos émotions, ça on le sait tous, c'est que les couleurs ont une influence avérée sur les émotions humaines. Elles jouent un rôle important dans la création de l'identité de marque.
Elles attirent l'attention des consommateurs, réveillent leurs émotions et ont un impact majeur sur la visibilité. Certaines couleurs peuvent nous rendre joyeux, tristes, nous donner faim ou nous réconforter. Il est important aussi bien pour un graphiste que pour un entrepreneur de bien comprendre les effets psychologiques qu'elle peut avoir sur l'homme. Typiquement, et notamment sur des courbes en fait, qu'on peut voir très régulièrement, c'est hyper personnel et c'est très subjectif parce que moi personnellement, le violet, je ne l'interprète pas comme l'équilibre, forcément. Ou le bleu, on m'a toujours dit, et notamment en école de design, que c'est censé représenter la modernité, que c'est censé représenter un peu le dynamisme. C'est pour ça que beaucoup de boîtes, notamment dans le web, comme Facebook, LinkedIn, etc., ont repris une teinte de couleur bleue. Et pour autant, en fait, en fonction de ce que vous allez retrouver un peu sur Internet, il y a des interprétations qui peuvent être complètement différentes. Mais comme je l'ai dit, en amont, les goûts et les couleurs, ça varie en fonction des individus. Connaissez votre cible, vous saurez où taper. Typiquement, nous, pour Speak Dating, en étude de cas, c'était nos patterns. Donc on est parti sur un bleu, violet. En fait, l'objectif étant, c'était juste de gagner une certaine lisibilité, même si je peux comprendre que le jaune, effectivement, sur l'écran, c'est pas dingue. Mais j'avais amélioré derrière la teinte une fois l'application mise en place. Là, on va parler du coup des effets psychologiques effectivement de la typographie sur le lecteur. Donc, comme vous pouvez voir un peu sur la photo, le gras, c'est une technique qui est très utilisée pour ajouter de l'emphase à un texte, parce que ça attire naturellement en fait l'attention des lecteurs sur les mots, ainsi que sur une mise en exergue. Mais d'autres moyens en fait peuvent permettre d'arriver au même résultat, comme l'italique typiquement, le soulignement et le barré. La hiérarchie des informations, la hiérarchie des polices plutôt, joue un rôle similaire tout en améliorant la lisibilité et le sentiment de cohérence du texte. Ainsi, les titres sont plus gros que le corps du texte et ça permet donc du coup d'améliorer la lisibilité sur l'ensemble en fait de vos contenus éditoriaux. Et du coup de mettre en avant en fait typiquement un wording plutôt qu'un autre. De même, notamment sur la partie expérience utilisateur, je dirais un appel à l'action est lui aussi mis en valeur par cette hiérarchisation. Normalement, sur le design system, on est censé travailler des codes couleurs bien spécifiques qui répondent à des actions ou un gras spécifique ou un traité différent pour vraiment mettre le doigt sur le fait qu'au survol, au clic, on va accéder à quelque chose. On va accéder à un contenu, on fait place en gros à une action. Alors, ça c'est un gros parti pris comme ça s'appelle, de Speak Dating. On a utilisé les emojis. Au départ, on avait utilisé en fait des banques de pictos parce que on avait une roadmap qui était quand même assez short, des enjeux forts et on n'avait pas forcément en fait le temps de créer en fait toute une banque de pictos, etc. Et on s'est dit on va réutiliser en fait des emojis. Pourquoi? Parce qu'en fait les emojis aujourd'hui c'est plus perçu que des pictos qui sont eux-mêmes perçus par leurs graphistes. C'est-à-dire que et je l'ai vu notamment dans le e-commerce, sur des tests utilisateurs, des choses qui pour vous peuvent vous sembler aberrantes. Pour moi, le burger, par exemple, typiquement, c'est pas parce que je suis digital native, mais pour moi, le burger, en fait, on l'utilise depuis la nuit des temps. Et je vous assure qu'en test utilisateur, c'est pas énormément perçu et qu'il y a plein, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses, en final, que pour nous, en fait, ça nous semble compréhensible, et pour d'autres, pas du tout. Alors que les emojis, en fait, vu que c'est dans le quotidien, en fait, c'est dans notre quotidien. Aujourd'hui, ma mère, des fois, elle me répond et elle m'envoie des emojis pour en fait représenter, je sais pas, une émotion ou représenter justement, comme ça s'appelle, ou pour véhiculer un message ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est pour ça qu'on est reparti vraiment sur cet aspect-là. Que ça soit sur notre communication, que ça soit sur nos réseaux sociaux, enfin sur l'ensemble des supports de com. C'est quelque chose sur lequel que l'on prône. Et sans surprise, certains emojis génèrent plus d'engagement que d'autres, notamment sur la partie médias sociaux. Et c'est vrai que c'est comme je disais, c'est une façon d'humaniser la marque, d'adapter le ton de sa communication à son audience, pas que pour la partie médias sociaux, mais également pour les publicités et autres supports de communication.
Alors là, on va parler vraiment sur l'aspect de humaniser l'expérience utilisateur. Donc on va partir de l'ultra personnalisation, du wording, donc de la manière en fait dont vous allez parler à vos utilisateurs. C'est sûr, si vous êtes très formel, vous risquez de moins capter l'utilisateur. Ou une personne qui a, je sais pas moi, 25 ans, vous n'allez pas lui parler comme une personne qui en a plus, qui en a 35 plus. En fait, donc du coup, c'est en gros comment sur quelque chose qui est rigide et aseptisé, je vais être un peu dur sur les termes, c'est comment apporter de l'humain, montrer qu'en fait il y a des gens qui sont derrière. Là je vous montre l'exemple en fait de Netflix, et c'est vrai que Netflix, il n'y a pas une fois où je me suis connecté où j'ai eu un contenu qui était similaire. Ils arrivent tout le temps à nous proposer en fait du contenu qui est basé sur nos centres d'intérêt. Ils ont un système d'algorithmes qui vraiment permet de mailler nos centres d'intérêt, de réactualiser sans arrêt en fait je dirais leur dashboard ou leur home, et ce qui permet en fait d'éviter la lassitude et d'apporter un certain engouement, et ce de manière constante. Et au passage, Spotify le fait également très très bien. Donc ils sont vraiment capables de créer un dialogue avec leurs clients uniquement à travers la personnalisation de leur plateforme. Et ces marques-là, vraiment, elles optimisent considérablement en fait l'expérience utilisateur. Les personnes, elles restent et elles vont revenir. Et on revient sur l'assiduité, mais en final, parce que c'est plein de facteurs en gros qui mergent vers ces objectifs finaux. Mais c'est vraiment pas mal. Là, typiquement, en fait, on vous montrait, c'était de la R&D. Hein. Aujourd'hui, c'est encore plus beau. On a créé en fait un jeu dans Speak Dating où on simule en fait une conversation chat, donc avec un utilisateur. Donc la personne, elle lui pose des questions, on lui répond. En fonction de ses réponses, en gros, elle a des questions, enfin des questions-réponses complètement différentes. Elles évoluent énormément. Et du coup, je venais juste à accentuer, en fait, rien que sur cet aspect-là. En fait, ça, c'est tout bête, mais ça permet en gros de comprendre, de se dire qu'en gros, ok, donc il n'y a pas le côté du robot où on a la réponse directe, comme un chatbot, etc. Et donc forcément, derrière, on a vraiment ce sentiment de se dire qu'il y a potentiellement un humain derrière, et qu'en plus, en fonction de la réponse, je vais avoir donc du coup des questions qui vont être complètement différentes, et donc je vais re-rentrer dans l'ultra personnalisation. Et j'aurai vraiment l'impression d'avoir vraiment un contenu et je dirais des supports pédagogiques qui sont propres à moi, à ma philosophie et à ce comment je l'interprète. Je suis désolé, j'ai mis ça. Là, je vais vous parler effectivement des mécaniques des jeux vidéo appliquées au e-learning. On n'est pas les seuls, beaucoup de personnes le font, c'est hyper connu, c'est les innovation games, etc. L'objectif, c'est de rendre fun une activité. Et c'est vrai que entre lire je vais pas dénigrer les gens qui lisent des bouquins parce que j'en lis aussi beaucoup, mais entre avoir en fait un support qui n'est pas très attractif, alors que quand on le met dans un concept de jeu, forcément on y trouve un aspect plus fun, et donc du coup forcément derrière ça apporte plus de divertissement, et donc du coup on augmente l'investissement et la motivation de vos internautes. Nous, on le joue justement sur un système de scoring autour des différents skills. Et du coup, c'est ce qui nous permet en fait d'augmenter le niveau, etc. Mais pour vous dire, même ça, on est en train de le faire évoluer parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, on peut faire en sorte que nos utilisateurs ils adhèrent mieux à travers d'autres choses. Et ça peut être gagner un item, ça peut être justement à travers un simple jeu, en fait, le rendre beaucoup plus stylé, entre guillemets, beaucoup plus fun, vous voyez, avec quelque chose de beaucoup plus graphique, beaucoup plus sympa en fait que d'avoir juste des chiffres en fait qui sont côte à côte de manière monotone. Et par exemple, ça typiquement on est en train de le développer à date. C'est pardon, je suis désolé parce que je suis hyper pressé, je suis déjà en retard. En gros, on a développé tout un système en fait d'avatar, de customisation d'avatar, de se dire qu'en fait c'est un peu le principe de Monsieur Patate. Votre patate elle est vide à la base, et en fait l'objectif de faire en sorte que vous allez vous améliorer et vous allez passer de niveau dans vos langues, ça va être dans la manière dont vous allez habiller votre personnage. Et plus il va monter en niveau, plus vous allez passer de langue et plus vous allez passer à un niveau supérieur. Et ça donne en gros cette attractivité, cette envie en fait d'être assidu et de monter en niveau et de gagner en fait tous ces petits objets. Ça peut sembler des fois oui un peu kitsch, etc. Mais c'est quelque chose qui marche fortement, et ça s'est vu notamment dans l'univers des jeux vidéo sur smartphone,
où en fait beaucoup utilisent des concepts qui sont pas fous sur le papier, mais par contre tout le principe de gamification et de scoring qui est derrière est complètement dingue, et en fait les gens deviennent accros juste pour ça. Et je pense notamment à Waze, où Waze ils utilisaient le fait que plus vous étiez présent en fait sur leur communauté, et plus en gros vous aviez la possibilité de gagner une sorte de petit item avec un petit mec avec une couronne, etc. Et je connais notre directeur technique, il passait des heures et des heures en voiture pour justement signaler en fait toutes les erreurs, etc. Juste pour en fait avoir ça et pour faire un peu mumuse en fait avec ses potes. Et je vais arrêter, je suis désolé. J'aurais bien aimé aborder, mais on pourra se retrouver dans le stand de Speak Dating d'ailleurs, H20, si vous souhaitez approfondir un peu et aborder justement tous ces autres sujets. Merci beaucoup.